Bienvenue dans cette première présentation de contraste. On va séparer les explications en plusieurs points, à commencer aujourd'hui par Bitcoin. On va poser les bases, on va revenir sur le principe de Bitcoin, expliquer le pourquoi, le comment. Alors Bitcoin, d'où ça vient? Ça nous vient de Satoshi. On ne sait pas si c'est une personne, un groupe d'individus, peu importe. Et ça a par la suite, étant un projet open source, donc de source libre, ça a ensuite été incrémenté par tout un tas de personnes. Aujourd'hui, il y a, il me semble, 5000 développeurs actifs sur Bitcoin. C'est une grosse machine. Qu'est-ce que voulait nous proposer Satoshi? En fait, c'est pas le premier à nous proposer une monnaie électronique, mais l'idée est là. Créer la monnaie mondiale, internationale, qui pourrait être utilisée partout, de façon équitable et transparente. Avec bien sûr une importance capitale dans la sécurité du protocole. A peer-to-peer electronic cash system. Plus concrètement et en français, un moyen de paiement électronique comparable au cash. Donc, qui ne requiert pas de souveraineté, pas de tiers partie pour confirmer les paiements. C'est en fait un défi technique, sinon ce serait déjà fait. Ça pose plusieurs problèmes, plusieurs complexités, il a fallu ruser, il a fallu rassembler plusieurs idées qui n'avaient rien à voir. Deux principalement qui sont blockchain, qui ne sert pas forcément pour le transactionnel, et en second le proof of work, qui là non plus ne servait pas pour du transactionnel à la base. L'intelligence de Satoshi a été de regrouper ces deux choses. Je vais essayer d'expliquer le fonctionnement rapidement. Il y aura sûrement des meilleures explications sur internet, plus fournies, plus consistantes. On va essayer de survoler au moins les bases. Petit schéma juste ici qui pourra nous aider. On est vraiment sur une version très simplifiée. Attention, ça peut ne pas correspondre parfaitement à la réalité, mais c'est une illustration compréhensible. Quelqu'un souhaite effectuer une transaction sur le réseau. Le réseau va regrouper plusieurs transactions dans un bloc, puis validé par le processus de proof of work. C'est en soi comparable à un puzzle. Tout le monde peut chercher la solution. Le premier qui trouve la solution va pouvoir lever la main et dire « Moi, j'ai le bloc valide. Les transactions à l'intérieur, vous allez pouvoir vérifier qu'elles sont bien valides. Et la solution du puzzle sera aussi prouvable. » Inscrit dans la blockchain. On parle d'une blockchain parce que c'est une chaîne de blocs. Donc on ajoute notre bloc à cette chaîne. Et on peut commencer à chercher le bloc suivant. On construit les transactions, on cherche la preuve et on continue. Qu'est-ce que nous offre ce nouveau moyen de paiement? D'abord la décentralisation, terme très important dans l'écosystème crypto. L'idée est de ne pas avoir un pouvoir centralisé, ne pas avoir besoin de confiance en un tiers. On fait confiance en un protocole, en un code, un algorithme. Et à partir de là, on a une base solide pour quelque chose de distribué à l'échelle du monde, puisqu'il n'y a pas besoin d'un pays pour gérer l'histoire. C'est ici que je vais pouvoir faire le parallèle avec comment fonctionne la monnaie traditionnelle. Les monnaies telles qu'on les connaît, l'euro, le dollar, etc., sont des monnaies souveraines. C'est-à-dire le dollar est émis par les États-Unis, l'euro par l'Europe, la BCE. Si vous voulez, on a un acteur principal à qui on doit tous faire confiance pour gérer correctement cette monnaie. Et on a tout un tas d'acteurs privés qui viennent faire fonctionner. On va dire c'est le moteur. Il nous faut plein d'acteurs privés comme les banques, tout un tas d'institutions financières qui vont permettre à la machine de tourner. Donc on est dans la centralisation la plus totale. Alors, bien qu'il y ait différents acteurs, c'est tous des acteurs centralisés. Et ça marche très bien, hein. Il faut le dire, ça marche très bien. Le souci avec ça, en vrai il y en a plusieurs, c'est avant tout qu'on observe des folies, des excès, qui sont généralement régulés, ça crée des crises, on en a toujours eu, des crises financières, des crises économiques. Généralement, on réagit après une crise pour régler le problème et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Ce qui est une méthode tout de même efficace. Le système tient debout et il est de plus en plus résilient, de plus en plus résistant. En revanche, le nombre de fraudes, ça s'est pas tellement calmé. Ça va être difficile de fournir des chiffres ici, parce qu'on manquait beaucoup de data par le passé. Mais aujourd'hui, avec toutes les fuites qui circulent, on sait que les fraudes sont quand même massives, même si on ne peut faire que des estimations, bien sûr. Le souci d'avoir plein de fraudes, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui... je vais schématiser de façon presque vulgaire, mais on a des riches qui peuvent tricher
en payant, et des pauvres qui subissent cette triche avec une monnaie qui se dévalue. Ouais, généralement, ça se traduit par de l'inflation. Si on a une inflation de 2% par an, ça veut simplement dire que votre monnaie vaut 2% de moins chaque année. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, 2%. Mais sur une vie de travail, sur 40 ans à travailler, si vous stockez 100 000 euros sur 20 ans et que vous regardez 20 ans après avec 2% de moins tous les ans, vous allez voir que ça fait beaucoup de pertes. Les fonds d'investissement, les banques, même, tous ces acteurs investissent l'argent, ils ne gardent pas des euros. Ou alors sous forme d'obligations, donc ils sont payés pour ça. Toujours est-il que ceux qui profitent de ce système, c'est quand même pas le petit peuple. Est-ce que ce système fonctionne bien? Complètement. Au niveau technique, ça gère énormément de transactions, c'est rarement en panne, et quand c'est en panne, c'est résolu rapidement. D'ailleurs, on ressent très rarement en tant que consommateur des problèmes quand on fait un paiement, c'est plus les interfaces de paiement qui vont être gênantes que vraiment le système derrière. Par contre, ce qu'on peut ressentir, c'est le poids de la pyramide au-dessus de nos têtes. Ceux qui sont tout en haut s'enrichissent bien, ceux qui sont tout en bas ne s'en sortent pas. C'est un système souverain. Le système derrière, il est très robuste. Il est programmé avec un langage qui existe depuis 75 ans, environ. On parle du COBOL. Je peux vous en montrer un petit peu juste ici. Bon, pour les développeurs, ce qui va vous sauter aux yeux, c'est que il n'y a que des mots. Il y a très peu de gens qui utilisent encore ce langage aujourd'hui. C'est utilisé que pour le bancaire, la comptabilité, les assurances. La robustesse est excellente. Et là où c'est rigolo, c'est qu'on fait tourner ça sur des machines très spécifiques à ce langage-là, qui ne peuvent faire tourner que ça. Ça coûte très cher. Chaque instruction coûte vraiment de l'argent, donc les banques ont un gros budget pour ça. Et surtout, ça se fait de façon asynchrone. Nous, on fait nos paiements dans la journée avec nos cartes bleues. En fait, ce n'est pas du tout débité tout de suite. On a juste une liste qui se remplit de paiements qu'il va falloir valider. Et ça va être fait pendant la nuit. On a une machine qu'on va lancer pour traiter toutes les transactions d'un coup. Et c'est la spécificité du COBOL, il est bon pour faire ça. Ça fonctionne, mais c'est assez rigolo, et aujourd'hui il y a même une pénurie de développeurs COBOL, parce que il y a que des personnes de 50 ans, voire 60 ans, qui codent ce langage. Les jeunes ne veulent pas s'y mettre, donc c'était une petite parenthèse que je trouvais sympa. Continuons. Maintenant qu'on a abordé le système financier traditionnel, pourquoi Bitcoin a pris c'est pas la première proposition de monnaie mondiale, mais celle-ci a pris. Elle a trouvé son public. Avant tout parmi les experts du domaine. Si ça a pris, si ça a réussi à s'enraciner dès le départ, c'est parce que déjà la code base, donc on va dire la preuve de concept, le code de base, la structure, était déjà codé par Satoshi. Ce qui est plutôt à la fois impressionnant, mais surtout bien agréable pour les développeurs experts qui veulent se pencher sur la question. Il avait quand même bien débroussaillé le chemin. Il a travaillé aussi avec pas mal de gens quasiment dès le départ pour répondre à certaines problématiques qui sont pas évidentes. On y reviendra. Je vais vous montrer tout de suite le white paper de Bitcoin, ce qui a fait son succès. Le white paper, c'est un petit livre blanc, donc le but est d'avoir un format PDF qui fait 8 pages, je crois. Le fonctionnement général de Bitcoin. Compréhensible, même si vous n'êtes pas expert, ça vaut le coup d'œil. Moi, je l'ai lu, comme beaucoup de gens. C'est encore une référence, même scientifiquement, c'est beaucoup utilisé, c'est beaucoup référencé. Donc on va zapper les premiers points, je reviendrai sur certains. Il y a un point qui m'intéresse notamment, c'est comment on valide nos transactions. On va devoir survoler parce que c'est un peu complexe et il y a de la cryptographie en jeu, ce qui n'est pas mon expertise non plus. Ici, on peut visualiser les blocs sur ce site, ce qui est intéressant. Là, c'est vraiment la data de Bitcoin. Voilà. Donc ici, on a les blocs de Bitcoin. On voit les numéros de blocs. Vers la gauche, c'est le passé, les blocs qui sont enregistrés successivement. Et ici, on a les blocs en attente, à partir de cette ligne verticale. Les blocs en attente sont déjà remplis de transactions et on voit que le nombre de transactions à l'intérieur change. En fait, on peut même visualiser ici ces transactions. Le bloc en construction. En fait, ce que font les validateurs à ce moment, c'est essayer d'organiser le bloc pour qu'il soit le plus rentable possible. Donc chercher à aligner des transactions de la bonne taille qui payent les frais les plus élevés. Globalement, ça se résume à ça. On a notre système de chaîne de blocs qui fait toute la sécurité du réseau, c'est que chaque bloc possède un hash. Un hash, c'est une preuve cryptographique. C'est-à-dire on prend toute la donnée du bloc et on va, avec un algorithme, générer une clé qui ne correspond que à ces données. On ne pourra jamais obtenir la même clé avec d'autres données en entrée. Et la subtilité qui fait toute la beauté de la chose, c'est que chaque bloc contient le hash
du bloc précédent. Donc si on change la donnée d'un bloc, si on veut modifier l'un des blocs de la blockchain existante, on corrompt tous les blocs suivants. C'est ce point qui fait que cela fonctionne. L'idée est que modifier un bloc dans le passé soit impossible. Alors là, vous avez peut-être déjà fait le parallèle. Une blockchain, c'est rien d'autre qu'un livre de comptabilité public et décentralisé. C'est-à-dire que tout ce qui a été inscrit dans ces blocs est définitif. On ne peut pas y toucher et n'importe qui y a accès sans aucune contribution. C'est très important, c'est fondamental dans le système. Alors, je vais essayer de synthétiser ce qu'on vient de dire. Un protocole qui est décentralisé, plein de machines qui participent au même calcul, aux mêmes vérifications pour valider les blocs successivement. Un livre de comptabilité partagé et public. Maintenant, il nous faut quelque chose qui nous permet de garantir qu'il n'y a pas de fraude dans le système. Si quelqu'un pouvait dépenser 2 fois ses bitcoins, ça commencerait à coincer. Pour se protéger de ça, tous les nœuds valident les transactions et c'est la majorité qui va l'emporter. Donc si 51% des nœuds accepte un bloc, ce bloc est confirmé et validé par la blockchain. Les 49% restants vont partir sur une blockchain dans leur coin qui ne sera pas acceptée par la majorité. On appelle ça le mécanisme de consensus. Alors, pour la sécurité de ce réseau, il faut que tout le monde se batte avec les mêmes armes pour trouver la solution du puzzle qui permet de dire « moi j'ai le bloc valide, il va être publié pour tout le monde ». Cette preuve, c'est ce qu'on a appelé la preuve de travail. Alors c'est pas un travail humain, c'est un travail informatique. C'est un défi cryptographique. On va tous essayer au hasard de trouver la solution du puzzle, et le premier qui trouve a gagné. L'idée étant qu'il n'y a pas de stratégie plus performante qu'une autre, ou alors tout le monde utilise la même stratégie si vous voulez. Par contre, il y a bien du matériel qui va être plus ou moins spécialisé. Au début, Bitcoin, on pouvait le miner avec un ordinateur, ça posait pas de problème. Aujourd'hui, vous allez rien gagner si vous faites ça. Parce que vos concurrents, ce sont des gens avec des machines spécialisées en grand nombre, qui vont être des milliards et des milliards de fois plus puissantes que votre ordinateur. Là, déjà, on a perdu un petit peu de notre décentralisation, puisque on a des acteurs professionnalisés qui vont pouvoir avoir accès à du matériel et casser l'équité du protocole, de la distribution. Pourquoi je parle d'équité dans la distribution? Parce que valider un bloc permet d'obtenir une récompense. Donc, quelques bitcoins vont être donnés en récompense à ceux qui valident les blocs. Pour que ce système fonctionne, il est crucial qu'aucun acteur ne possède la majorité de la puissance de calcul sur le réseau. Disons-le, au début, c'était le cas. Satoshi avait toute la puissance, et puis c'était quelques autres personnes, les premiers à avoir plusieurs ordinateurs d'un coup, et donc être capable de valider rapidement plusieurs blocs. Bon, là, c'est pas très joli, puisque c'est fait pour être imprimé, donc j'ai utilisé l'IA pour nous faire une version un peu plus digeste, puis visuelle surtout. Le risque d'attaque 51. Déjà, pourquoi on dit attaque 51? Que si un attaquant a 51% de la puissance de calcul, il n'y a pas besoin de négocier, on est sûr qu'il réussit son attaque. C'est ce que je vais simuler ici en disant puissance de l'attaquant 51%, 50%, ça suffira. L'acteur malveillant possède la moitié de la puissance du réseau. Le risque de réussite d'attaque, la probabilité est de 100%. C'est-à-dire, il suffit à l'acteur de déclencher son attaque pour être sûr de savoir faire une double dépense. Alors c'est un petit peu compliqué de vous expliquer exactement comment ça marche. Dans l'idée, il faut générer un bloc valide, le publier et générer un deuxième bloc valide dans le même temps où la blockchain dans son ensemble, le consensus réel, ne va avoir le temps de générer qu'un seul bloc. Si vous voulez des explications, vous trouvez sur... je peux vous mettre des liens en description. Et grâce à cette démonstration, on est capable de calculer la probabilité de réussite d'une attaque selon le nombre de blocs de confirmation que l'on attend. C'est-à-dire que sur Bitcoin, si vous acceptez une transaction dès qu'elle est présente dans un bloc, qu'elle est enregistrée dans l'historique, eh bien c'est trop tôt. Parce que la blockchain doit gérer des forks. Là, je veux pas trop entrer dans le détail non plus, mais dans l'idée, un fork, c'est quand tout le monde n'est pas d'accord, qu'on n'a pas un consensus parfait, 100% des nœuds sont d'accord, il peut y avoir certains nœuds qui sont pas d'accord, eh bien, on va avoir 2 blockchains parallèles qui ont le même historique, mais qui se séparent à partir d'un certain bloc. Le bloc de désaccord. Généralement, les acteurs de la blockchain minoritaire vont simplement repasser sur la blockchain majoritaire, puisque la blockchain minoritaire va être abandonnée. Se resynchroniser pour résoudre un fork n'est pas sans conséquence. Ça implique d'annuler toutes les transactions qui avaient été précédemment considérées comme valides sur la chaîne minoritaire. Mais certains acteurs vont voir des transactions annulées.
purement et simplement. Et des nouvelles transactions arriver d'un coup, plusieurs blocs d'un coup. Ça peut arriver quand on implémente une nouvelle fonctionnalité, tout le monde n'est pas d'accord au début. On a deux blockchains, et puis finalement, ceux qui sont dans le camp minoritaire vont finir par accepter. L'idée étant qu'ici, si on considère un bloc valide en une seule confirmation, eh bien l'attaque, le double spend, l'attaque 51, est réalisable à condition d'avoir une grosse partie de la puissance de calcul. Maintenant, si on veut faire avec moins de 51% de la puissance de calcul, on peut baisser ici à 10%. Ce qu'on s'amuse à faire ici, c'est dire qu'on veut imaginer un attaquant qui a 10% de la puissance de calcul du réseau, et que le réseau a tendance à attendre 10 blocs de confirmation avant de considérer une transaction valide, définitivement. Bien, ce qu'on obtient en mettant ces chiffres, c'est un niveau de sécurité de 100%, car on a un risque de réussite d'attaque de 0,1%. Sachant que l'attaque a un coût qui n'est pas négligeable, si les chances de succès sont suffisamment basses, alors on peut considérer qu'on est tranquille. Le Proof of Work, la résistance de la blockchain Bitcoin grâce au Proof of Work repose là-dessus. C'est pour ça que Bitcoin, au départ, fonctionnait avec, je crois que c'était même 50 blocs de confirmation tout au début. Sachant qu'un bloc, c'est 10 minutes, c'est un petit peu long pour faire du paiement cash. Bon, on a ici une représentation visuelle de ça sur un graphique que j'ai pu pondre à partir des données de la blockchain Bitcoin. Donc ce qu'on voit ici, c'est la durée de bloc en vise 10 minutes, donc c'est 600 secondes. Et juste ici, ce sont les numéros de blocs. On a eu 100 blocs d'échantillons. Chaque bloc est représenté par un point. D'accord? Vous voyez que la distribution est extrêmement aléatoire, c'est-à-dire qu'il y a des blocs qui durent moins de 5 minutes, même largement moins pour les blocs les plus bas ici, qui ne durent que quelques secondes avant de trouver la solution. Tandis que les blocs les plus longs qu'on a sur le haut du graphique, on est sur 2400 secondes. Comment ça faire long? Sur un échantillon de 100 blocs, on a déjà des anomalies 4 fois plus longues que le délai qu'on voulait initialement. Mais je l'ai vécu, c'est-à-dire d'envoyer un paiement et d'attendre 4 heures pour le recevoir. C'est vrai que ça fait tout drôle quand on attend, on a espéré 10 minutes, on a l'impression que le truc est en panne, on va stresser, on va peut-être avoir des problèmes s'il y avait des conséquences à notre paiement. C'est pas évident et ça enlève un peu de la fiabilité de Bitcoin si vous voulez. Même si c'est pas quelque chose de majeur, le problème, il découle d'ici. L'instabilité des temps de bloc nous encourage à attendre peu de blocs de confirmation, parce que 12 blocs aléatoires, c'est potentiellement très long. On accepte un risque plus grand par praticité. C'était difficile à anticiper. Satoshi ne pouvait pas facilement prévoir la conséquence de ce temps de bloc aléatoire. Donc dans le code du Proof of Work, qui est extrêmement simple pour le coup, il n'y a aucune mécanique pour empêcher ça. Progressivement, on a baissé, on s'est dit, bon, le réseau est plus costaud, il y a beaucoup plus de puissance de calcul en jeu, donc avoir 10% de la puissance, c'est pas si simple. Alors on peut peut-être attendre seulement 12 confirmations. Quelques années après, c'était 6 confirmations, et puis 3. Et aujourd'hui, la grosse majorité des acteurs acceptent une confirmation de 1 bloc. Donc dès que vous émettez votre paiement sur la blockchain, il est validé. C'est pratique parce que ça va plus vite. Alors, un risque de 0,1% de réussite d'attaque, ça peut paraître un peu flou comme ça, mais je vous garantis que c'est plutôt sécurisé compte tenu de la complexité de l'attaque, du fait qu'on voit potentiellement l'attaquant essayer d'attaquer, et que ça engage des frais. Simplement, ça paraîtrait difficilement imaginable de la tenter avec aussi peu de chances de succès. Maintenant, si je baisse mon nombre de confirmations, et que je fais comme on est aujourd'hui, c'est-à-dire un seul bloc de confirmation, eh bien, on voit que notre niveau de sécurité, on a un risque modéré. Attaque possible, mais difficile. Ça serait une attaque avec 10% de la puissance de calcul. Mais 10% de quoi? Eh bien, aujourd'hui, la puissance de calcul de Bitcoin, c'est comparable à l'électricité consommée dans un pays. C'est vraiment des machines, énormément de machines qui consomment énormément d'électricité. Et pour réunir 10% de ces machines, c'est quand même pas simple. En plus, il faut mettre en place l'attaque, ce qui est pas beaucoup plus simple. Néanmoins, on se disait que avoir 51% de la puissance de calcul, c'est pas possible. Alors ça, je suis assez d'accord. Maintenant, si on regarde aujourd'hui la distribution du mining à l'heure actuelle, en fait, ça fonctionne en système de pool. C'est-à-dire que des mineurs se regroupent, des acteurs qui viennent valider les blocs, de façon à partager les bénéfices d'un travail commun. Ce qui est plus pratique, parce que vous allez pouvoir partager des fractions d'un gros paiement ponctuel. Sinon, tout seul aujourd'hui, miner, c'est compliqué. Là non plus, pas besoin de détails. Mais on voit sur ce graphique qui date de 2020, donc on a un petit peu de retard, mais
fondamentalement pas beaucoup changé. Le plus gros pool, c'était 30% de la puissance de calcul. Donc si on avait un commun accord entre les membres de ce pool, ensemble, ils sont capables d'avoir 30% de la puissance. Donc s'ils se mettent d'accord pour tenter une attaque 51, on garde un bloc de confirmation parce que c'est la norme aujourd'hui, 30% de la puissance de calcul, notre niveau de sécurité est devenu catastrophique. C'est-à-dire que le risque de réussite de l'attaque est de 30%. Donc même si ça entraîne des frais, il suffit d'essayer en moyenne 3 fois, et on arrive à faire notre double dépense. Hop, je fais un petit point sur contraste juste ici, mais je ne sais pas si je garde au montage. Ce problème-là, moi j'ai une solution à proposer. Et illustré juste ici, j'avais fait des anticipations en commençant à bosser sur le proof of work de contraste, à savoir que contraste est né du proof of work. Et c'est là-dessus que j'ai bossé en premier, sujet extrêmement intéressant. En fait, juste ici à gauche, vous avez des temps de bloc de Bitcoin qui correspondent à ce qu'on vient de voir juste avant, donc une distribution très aléatoire. Sans entrer dans le détail technique de comment ça fonctionne, il y a un principe de difficulté pour que le réseau s'adapte à la puissance de calcul globale. Il adapte la difficulté du puzzle pour que le temps nécessaire à trouver la solution du puzzle soit de 10 minutes. Donc sur Bitcoin, on a une courbe exponentielle de difficulté puisque la puissance de calcul ne fait qu'augmenter. Donc l'algorithme derrière s'adapte en augmentant la difficulté du puzzle. Eh bien, sur Contrast, je propose une solution avec une difficulté dynamique au sein même d'un bloc. C'est-à-dire que le bloc est beaucoup plus difficile à miner pendant les premières secondes, puis plus on approche du temps visé par l'algorithme, qui est de 2 minutes, plus la difficulté revient à sa normale, puis si on dépasse la durée de 2 minutes, on enlève des points de difficulté, jusqu'à ce que quelqu'un trouve la solution du bloc. Et on recommence le cycle encore et encore. Donc cette difficulté dynamique, elle apporte une énorme stabilité. Alors on peut le régler, hein, il y a encore des points à régler, mais mes premiers réglages étaient plutôt satisfaisants. C'est ce qu'on voit ici à droite, avec une difficulté qui est stable, puisque on a le même hash rate, la même puissance de calcul en entrée. Mais par contre, le temps de bloc, vous voyez qu'il est énormément plus stable. Là, on a un échantillon de 2000 blocs, et ils sont quasiment tous dans un range raisonnable. Si on a des pics ici, c'est parce que j'étais en debug à l'époque, mais j'ai une illustration en réel avec la blockchain qui a tourné en bêta. On était à bloc 50 000, donc ça tournait déjà depuis un moment. On voit qu'on a une moyenne à 136 secondes sur ce petit échantillon. Là, je crois qu'il y a une cinquantaine de blocs. Donc sur ces 50 blocs, on n'est pas tout à fait à la moyenne, mais ça va s'équilibrer avec la quantité, hein, bien sûr, c'est statistique. Par contre, nos points sont très proches de notre objectif de 120 secondes. L'anomalie la plus large qu'on a ici, c'est 240 secondes, donc un bloc qui fait 4 minutes, ce qui reste assez raisonnable. Mais évidemment, cette difficulté dynamique s'applique pour tous les acteurs du réseau. Alors, j'ai abordé un premier souci technique, qui en fait n'est pas encore un souci, puisque personne dans le monde n'a réussi l'attaque de la double dépense sur Bitcoin. Et c'est assez logique, parce que progressivement, c'est devenu tellement coûteux de mettre cette attaque en place. C'est aussi pas simple techniquement, hein, mais il y a des gens capables de le faire. Réunir les différents éléments, donc la puissance de calcul, l'énorme apport monétaire et l'expertise technique, c'est pas simple. Et c'est une attaque qui ne fonctionne qu'une fois, parce que si vous attaquez le réseau de la sorte, si j'ai 1 million de bitcoins et que j'arrive à les dépenser 2 fois, et bien le bitcoin il perd énormément de valeur. Donc j'ai intérêt de les avoir vendus, mes bitcoins. Sinon je suis perdant dans l'opération. La difficulté là-dedans, c'est que la blockchain, c'est quelque chose de public. Donc si je fais cette attaque, tout le monde le voit. La première fois ça passe, la deuxième fois il y a beaucoup moins de chances que ça passe. Le réseau va s'adapter, ou casser. Hein, si ça fait trop peur, c'est juste détruire le réseau, parce que tout repose sur la confiance. Une monnaie, c'est de la confiance. On a déjà abordé plusieurs problématiques jusqu'ici. Maintenant, il reste 2 points dont j'aimerais parler concernant Bitcoin. Déjà, l'impact environnemental qui est pas négligeable du tout. Je l'ai dit, c'est la consommation électrique d'un pays. Je sais plus lequel en référence, mais ça doit être proche de la France. Consommer autant d'électricité pour un système de paiement, si c'est le système de paiement mondial qui gère tout, j'ai envie de dire pourquoi pas, puisque c'est quand même un facteur essentiel au développement de l'humanité. Mais actuellement, Bitcoin, c'est pas ça. Ce qui m'amène au deuxième point, c'est la scalabilité de ce protocole. Scalabilité, j'entends l'utilisabilité, ce qui veut dire que il faut que ce soit pas cher et surtout que ça gère beaucoup de transactions. Quand je dis beaucoup, actuellement, Bitcoin, c'est entre 3 et 7 transactions par seconde. On peut tabler à 8 quand on est dans un bon climat. Pour ce qui est des frais, on est autour de 50 centimes, quand c'est vraiment pas cher.
pour une transaction, quel que soit le montant, ça n'a pas d'importance. Ça pèse pareil comme travail de validation, donc il n'y a pas de raison que ce soit plus cher. C'est très pratique pour certains usages, hein, mais beaucoup moins pratique pour acheter sa baguette. Alors, ce qu'on a avec ce système-là, c'est 7 transactions par seconde. Il faut réaliser qu'à côté, le système de paiement Visa est 50 000 transactions par seconde. En utilisation normale, hein, c'est pas congestionné, c'est sans problème. Et ça coûte radicalement moins cher. Alors, ça coûte moins cher à faire. Par contre, ceux qui l'utilisent, donc les commerçants, payent bel et bien 50 centimes en euros, voire un pourcentage de la transaction. Donc, niveau de tarif, on va dire qu'on est dans les clous, quand le Bitcoin est vraiment très peu utilisé. Mais dès qu'il y a une congestion, qu'il y a du monde qui utilise Bitcoin, on a affaire au système d'enchères de frais, qui est un bon mécanisme pour gérer le surplus de transactions, c'est-à-dire que ceux qui payent le plus cher en frais vont être en priorité. On va mettre les 4000 et quelques transactions qu'on peut dans un bloc toutes les 10 minutes, quoi qu'il arrive, et ce sera ceux qui ont payé le plus cher qui passeront en premier, d'accord? Mais évidemment, s'il y a beaucoup trop de gens, les frais vont pouvoir grimper, puisqu'il y a des gens qui seront pressés de faire passer des transactions. Déjà, payer 50 centimes de frais pour payer ma baguette, c'est pas pratique. Mais si on est à un moment de congestion où les gens sont prêts à payer 50 euros, moi je peux même plus acheter ma baguette. Donc Bitcoin, c'est plus utilisable. Et là, dans les faits, on se rend bien compte que Electronic Cash System, dans l'idéal, oui, mais actuellement, non. Bitcoin n'est pas prêt. C'est un prototype viable qui fonctionne, mais qui est très loin de satisfaire les exigences du monde actuel. On ne peut pas remplacer le système financier avec Bitcoin. Aujourd'hui, c'est pas possible. On en est très loin. Sachant que le développement de Bitcoin, non pas qu'il se soit ralenti, parce qu'il y a beaucoup de mises à jour, mais on fait beaucoup moins de grosses mises à jour. On ne peut pas tout changer radicalement sur une machine où il y a autant d'enjeux. Donc, la solution à ce problème-là, concrètement, on l'a pas. Et c'est à partir de là que d'autres cryptos ont pu émerger. Des cryptos sérieuses, hein, parce qu'il y a eu quelques copies de Bitcoin avec des têtes de chiens, par exemple, qui sont apparues. On a eu un succès certain. Mais pas une grande utilité, concrètement, pas d'innovation en vue. En revanche, il y a des réseaux, des blockchains, des nouvelles propositions avec des fonctionnements légèrement différents, mais très inspirés de Bitcoin, qui sont apparus progressivement. Hein. Ethereum, notamment, qui est encore bien en place aujourd'hui. Ethereum, qui est une fondation fondée par Vitalik Buterin, qui est juste un génie absolu, mais on ressent son génie dans la façon de créer, de concevoir son projet. C'est-à-dire que c'est extrêmement complexe. Vous pouvez demander à n'importe quel développeur, Solidity, c'est le langage informatique d'Ethereum, c'est pas évident. C'est pas évident, et comment fonctionnent les nœuds? On a rajouté beaucoup de complexité, on est passé du proof of work au proof of stake, on a beaucoup d'évolutions, des smart contracts en vue qui permettent d'exécuter du code et pas seulement des transactions. C'est un tout autre, c'est un nouveau domaine en fait, un nouveau champ de recherche dans lequel s'est spécialisé Ethereum. Et d'autres blockchains sont venus par la suite. Tout ça, ce sera le sujet de la deuxième vidéo, en tout cas pour Ethereum. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire.